bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec Mishka Sayas. Mishka, merci d'être... C'est moi qui remercie les gens d'être venus déjà. Je suis impressionné. Ça commence par une musique extrêmement solennelle. Oui, je suis un peu intimidant, mais... On dirait Vangelis, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ça fait que ça a commencé un peu comme un documentaire animalier. Mishka, tu es journaliste et écrivain, tu programmes et animes une émission que tu as écrite, Very Good Trip, à 21h sur France Inter, qui est ensuite disponible en podcast. Ton dernier livre s'appelle Very Good Trip McCartney, c'est un livre consacré à Paul McCartney, mais pas seulement, puisque ça passe aussi évidemment par les Beatles. Le premier album des Beatles qui est arrivé entre tes mains, c'était Rubber Soul, oui, que ton frère Olivier avait ramené à la maison. Tu avais 8 ans. Même moins, je crois. Dans un de tes livres, tu as écrit que tu avais 8 ans. Je ne sais plus. Oui, enfin, c'était pas éloigné, oui. Oui, je crois que c'est le premier, on disait des 33 tours à l'époque. C'est le premier grand disque que j'ai vu. Et c'est une chose que j'ai plusieurs fois racontée. J'ai été très étonné par le lien entre la musique et la pochette, parce qu'on voyait, c'est une pochette assez connue, où on voit les têtes un peu déformées des 4 Beatles, qui sont comme anamorphosées. Et ça fait presque, je l'ai dit plus tard parce que je ne l'aurais pas dit à 8 ans, mais vous savez, comme les statues de l'île de Pâques. Et j'avais l'impression que c'était des espèces de titans. Et il y avait cette musique dont je ne comprenais pas d'où elle venait, parce que j'avais jamais mis les pieds en Angleterre. Je ne comprenais pas un mot d'anglais, ou presque. Et c'était très mystérieux. Voilà, c'était très mystérieux. Et puis, oui, c'était pour moi un objet intriguant. Voilà. 2 ans après, c'est le double blanc des Beatles que tu découvres. Oui. Ça te fait le même effet ? En fait, la différence... Enfin, j'ai été très précoce parce que j'avais un grand frère. On a 3 ans et demi de différence. Et quand on est enfant, ce sont des différences extrêmement importantes. Entre 7 ans et 10 ans, 10 ans et 13 ans, ce sont des gouffres. Et donc, grâce à lui, j'ai pris conscience qu'il y avait des groupes qui existaient, qu'on pouvait s'informer sur eux. Et en fait, l'année 68, l'année de la sortie du double blanc, il est allé à Londres. Il avait un correspondant là-bas. Et il est revenu avec des disques et toutes sortes d'images, d'histoires. Il m'a raconté qu'il avait même été parmi la foule qui guettait l'arrivée des Beatles lors de la première du dessin animé Yellow Submarine, et qu'il avait vu Paul justement sortir d'une voiture et avec des gens qui hurlaient Paul, qui voulaient s'approcher, tout ça. Et donc il m'a raconté l'excitation qu'il y avait autour de ça. Et je me suis dit, c'est un monde qui semble beaucoup plus excitant que ce qui m'entoure, parce que moi je grandissais dans la région parisienne, dans un petit hameau de la vallée de Chevreuse, où il se passait rien, quoi. Donc on n'était pas loin de Paris, bien sûr, on avait des contacts. Ma famille était liée à la vie parisienne, etc. Mais enfin, quand on est enfant, tout ça, j'aurais pu aussi être, je sais pas moi, au fin fond de province éloignée, donc c'était la campagne. Et donc je m'ennuyais beaucoup, en fait, parce qu'à l'époque, pour les enfants, faut rappeler que il n'y avait que 2 chaînes de télévision en noir et blanc, et qu'elles émettaient à partir de la fin de la journée, et qu'il n'y avait aucun loisir propre à la jeunesse. Enfin, en tout cas, en ce qui me concernait, à part justement la bande dessinée et la musique, que j'écoutais à la radio, bien sûr, et je rêvais de m'arracher à ce décor pour aller dans un ailleurs. Voilà.
un ailleurs. Avant ce livre dont on va reparler, que tu as écrit autour de McCartney, tu avais déjà écrit en 1996 un livre sur les Beatles et les années 60. Oui, c'était une commande. Et j'ai retrouvé dans un texte qui figure dans ce livre. Et je me propose de te le lire, tu vas me dire si tu t'en souviens. Cette nuit, j'ai rêvé des Beatles. Ah oui. Mon frère était caché dans les bois et je partais le chercher, accompagné par Paul et John qui couraient dans l'herbe avec moi. À l'école, quand je m'ennuie, je regarde par la fenêtre et j'imagine que Paul va apparaître et je vais être le seul à le voir. Dimanche après-midi à la maison, quand tout le monde a quitté le salon, je me suis enfermé dans la penderie avec la pochette de Magical Mystery Tour pour apprendre par cœur les paroles de I Am the Walrus. Je chante le plus bas possible. J'ai très peur que l'on se moque de moi. J'imite la façon que John a de chanter du nez, j'adore, même si je ne comprends pas un mot d'anglais. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? I am he, as you are me, and we all together. Ou sitting on a cornflake, waiting for the van to come. Ou goo job. J'essaie d'apprendre par cœur. Je referme le livret de paroles et attendez, quelques instants, pardon. Et je ne sais pas que dans A Day in the Life, il y a des allusions à la drogue. Ou LSD, c'est mon frère qui me l'a dit. J'ai collé une photo de Paul sur mon cahier de sciences naturelles pour la leçon d'anatomie. J'imagine la tête que va faire mon maître d'école. Si John et Paul venaient dans mon école, ce serait génial. On oublierait la classe, la pluie, l'ennui. Ce serait comme des magiciens habillés de toutes les couleurs qui feraient tout disparaître. Ah oui, je me souviens très bien de ce texte. Et en fait, c'est marrant parce que c'est presque plus précis que ce que j'ai pu écrire par la suite, parce que j'ai écrit ça quand j'avais, je pense, moins de 40 ans. Et peut-être tout ça était encore plus présent dans mon esprit. Les Beatles et McCartney, tu l'as beaucoup dit, c'est totalement lié à l'enfance pour toi. Bah oui, la preuve. En fait, j'avais même une obsession. C'est que effectivement que Paul McCartney apparaisse comme un demi-dieu, un magicien, je sais pas. Et je me souviens que pour entrer dans mon école, il y avait une porte qui était très basse. Et je me disais, parce que je pensais à cette scène que j'imaginais, mais il faut qu'il fasse attention parce que comme il est grand, il faut qu'il se baisse quand il entre. Donc c'est des pensées d'enfant, quoi. Et je pense que, en effet, avoir découvert cette musique-là à l'âge que j'avais, qui est l'âge du rêve, enfin l'âge où vraiment les enfants développent une imagination souvent délirante, eh bien, évidemment, c'est pas neutre dans la façon dont la musique m'a ébloui, dont elle m'a imprégné. Enfin, c'est vraiment les premières couches, les premières strates qui ont été atteintes. Oui. En 1962, c'est une année cruciale pour les Beatles et pour McCartney. La première audition des Beatles au studio de Decca, c'est un échec. C'est au mois de janvier. Tu me l'apprends. Non, ça vient d'un de tes livres. Ah bon. Et en juin de la même année, en revanche, t'as EMI et George Martin qui sont partants. Et dans cette même année, le 31 décembre, je me souviens, sort Love Me Do. Oui. Et l'histoire est complètement dingue. McCartney, avait 15 ans quand en juillet 57, il aborde Lennon pour la première fois. Ce qui était déjà... Oui, à une fête foraine, une sorte de kermesse, plus exactement, oui. Pour lui proposer de faire de la musique, fallait être gonflé. Mais oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces années-là, les années 50, dans l'Europe de l'immédiate après-guerre, en particulier à Liverpool, mais c'était un champ de ruines. Enfin, je veux dire, c'est comme si aujourd'hui... je ne sais pas comment, à Gaza ou à Beyrouth, des jeunes gens essayaient d'imaginer leur avenir. Ils ont un désir de vivre extraordinaire après toutes les bombes qu'ils ont reçues sur la tête. Donc, il y avait une sorte de désir d'évasion par la musique qu'on ne peut pas imaginer. Je pense qui nous a, touchés, enfants de l'immédiate après-guerre aussi, nés dans ces années-là, mais je dirais par ricochet, mais pour ceux qui étaient déjà des adolescents à ce moment-là, on ne peut pas imaginer la délivrance
que représentait la musique et la possibilité d'en faire avec des instruments très rudimentaires. Il y a une histoire extraordinaire que raconte Paul McCartney, c'est que ils étaient très ignorant en fait de la musique. Bon, il y avait de la musique chez lui puisque son père jouait dans une fanfare, etc. Mais il savait peu de choses en fait. Et un jour, ils ont entendu dire qu'il y avait un musicien à l'extérieur de Liverpool, dans une banlieue, qui connaissait un accord à la guitare qu'il ne connaissait pas. Ils ont pris l'autobus pour aller trouver ce musicien et apprendre cet accord. C'est dingue. Et les instruments étaient rares, difficiles à trouver. Enfin, ils étaient souvent les gens fabriquaient leurs propres instruments parce que les Beatles sont sortis de ce qu'on appelle le skiffle. Et le skiffle, c'était vraiment les premiers punks, pour ainsi dire, parce qu'ils faisaient de la musique avec tout ce qui leur tombait sous la main, une planche à repasser en guise d'accompagnement rythmique, et on faisait une contrebasse avec un manche à balai et un fil de corde à linge. Donc il faut imaginer le dénuement total dans lequel étaient ces gamins et le rêve que la musique représentait pour eux, d'autant qu'ils entendaient des programmes à la BBC où il y avait parfois du jazz, du rhythm and blues, mais ils ne voyaient pas les visages des musiciens, ils ne savaient pas dans quelle réalité ils vivaient. Et puis c'est un port, Liverpool. Il y avait vraiment il y avait des marins de toutes nationalités qui arrivaient, des cargaisons et des disques américains. Donc c'était pour eux un autre monde, mais qu'ils entrevoyaient, dont ils rêvaient. Ce qui explique beaucoup de choses sur le rêve des États-Unis qui a été le leur. Et enfin bon, ça nous fait partir dans d'autres choses. La séparation des Beatles, ça a été tellement marquant pour toi, on a l'impression qu'ensuite tu as un petit peu boudé, on va pas dire faire la gueule, Paul McCartney, c'est que tu vas continuer, tu vas presque le délaisser, même si tu vas le voir en concert en 76 avec les Wings. Oui. Mais on a l'impression que tu n'y vas que parce que tu sais qu'au milieu de ce concert, il y aura des chansons des Beatles. Les Wings, on a l'impression que tu t'en fiches complètement. Oui. Mais faut dire que j'ai été très snob très tôt. Et j'étais pas le seul parce que on s'est mis très vite à lire la presse spécialisée et il y avait le courrier des lecteurs de Rock & Folk que je lisais, que je dévorais quand j'avais 11 ans, 12 ans, et il y avait vraiment les pro-John, les pro-Paul, et John avait une image de rebelle, plus insolent, et quand il y a eu un vrai schisme chez les fans des Beatles quand le groupe s'est séparé, parce que déjà beaucoup considéraient que c'était Yoko Ono qui était responsable de la séparation, donc il y a des gens qui l'aimaient pas, donc des gens qui n'aimaient pas John, enfin qui pensaient que John s'était fait faire du vaudou, enfin je sais pas quoi. Et puis il y avait le fait que aussi Paul était beaucoup moins en apparence politisé que John, il était moins contre la guerre du Vietnam, John avait une activité politique quand même qui était très marquée, il soutenait la presse libertaire, underground et tout ça, et Paul donnait cette image de jeune père de famille, vivant à la campagne, souriant à la vie et ne cherchant pas justement à créer la polémique, etc. Donc je me souviens de gens qui disaient oui, Paul c'est vraiment Bobonne et la popote et tout ça, et John c'est un vrai de vrai. Et donc je pense que j'ai été sans doute malgré moi imprégné de ça. Et quand tu raccroches le wagon, entre guillemets, en 1989, grâce à Elvis Costello, quand même, on se dit, mais t'as bien dû entendre des chansons à la radio. Je termine juste sur... Oui, mais bien sûr. Non, mais je termine par rapport à Wings. C'est que moi, j'aimais pas du tout ce que faisait Paul McCartney dans les années 70, parce que je trouvais que c'était, entre guillemets, commercial, comme on disait. J'aimais la musique underground, j'aimais des trucs que personne n'écoutait autour de moi. Gong, King Crimson, Traffic. Alors évidemment, on était un petit milieu de gamins, on s'échangeait des disques, tout ça. Il y avait Led Zeppelin qui apparaissait, Pink Floyd bien sûr, mais Paul McCartney, ça paraissait quand même, pour moi, il faisait de la musique facile, pour plaire, pour passer à la radio. De la pop. De la pop, c'est de la variété, quoi. Il y avait un truc, c'était de la variété. Donc, même si j'aimais ça, peut-être inconsciemment, je ne le disais pas parce que j'avais presque honte d'aimer ça.
Il y avait une mentalité comme ça dans mon milieu, c'était que la musique, ça devait devenir sérieux, il fallait acheter des grands 33 tours de groupes avec beaucoup d'ambition comme Pink Floyd, et que les petites chansonnettes à la Beatles, bon c'était sympa, mais enfin bon, il fallait passer à autre chose, quoi. Et en effet, je suis quand même allé voir en 76, je crois que j'ai 17 ans, Wings qui est passé, je sais plus, dans quelques hangars de la région de la banlieue parisienne. Et je me souviens que j'étais très choqué parce que c'était comme Clo-Clo, quoi. Les filles hurlaient, enfin. Et puis moi, j'étais un puriste, je voulais écouter dans une sorte de silence sépulcral Paul McCartney chanter Yesterday, etc. Il se mettait sur un tabouret. C'était une sorte d'intermède dans le concert de Wings. C'était presque unplugged avant la lettre. Et je sais que j'étais outré parce que pendant qu'il chantait Yesterday, qui pour moi était une sorte comme un cantique, il y avait des gens qui hurlaient, qui criaient, je sais pas. Donc j'étais bon. Et puis après, évidemment, comme tu faisais allusion au punk, enfin tout a changé. Je suis devenu adolescent. Écrire sur la musique est devenu une activité qui m'a pris beaucoup d'énergie, qui m'a passionné, etc. J'ai commencé très jeune, à 21 ans, en 1980, dans Rock et Folk, puis Libération. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que en plus dans les années 80, toute la génération de Paul McCartney a passé un mauvais moment, quoi, parce que ils ont été, enfin les punks les ont vraiment voués aux gémonies, quoi. Enfin, ils ont dit allez, vous avez dégagé, vous avez fait votre temps. Enfin, je me souviens qu'il y avait une page dans un journal anglais que je lisais qui s'appelait le New Musical Express, et il y avait une photo avec les stars de l'époque, Eric Clapton, je sais plus, David Gilmour, et ils ont tous plus de 30 ans, ils doivent dégager. C'était impressionnant. Et donc, j'étais un peu dans cette mentalité-là, quoi. J'avais l'impression que les gens de mon âge devaient tout changer. C'est parce que je m'accrochais à des groupes naissants comme U2, etc. J'ai vu Joy Division, enfin. Et tout ça, pour moi, c'était vraiment, il fallait faire table rase. C'était presque une révolution, comment dire, très destructrice. Donc dans ces conditions, effectivement, j'étais très éloigné de tout ce que pouvait faire Paul McCartney, ça c'est sûr. Mais McCartney, avec le recul, tu as compris quel compositeur c'était, oui, en plus d'être parolier, c'est un génie de la musique populaire. C'est ce que Brian Wilson, que j'avais interviewé, donc le compositeur des Beach Boys, m'avait dit au sujet de Jean-Sébastien Bach, qui m'avait dit c'est un génie de la simplicité. Et je pense que McCartney est un génie de la simplicité. Et que, je dirais, arriver à être inventif et novateur dans la simplicité, c'est beaucoup plus difficile que de faire de la musique complexe en réalité. Parce que la musique complexe, vous savez, c'est comme, j'en parlais avec quelqu'un hier, c'est comme quand on écrit, plus on maîtrise l'art d'écrire, plus on enrichit sa culture historique, géographique, philosophique, tout ce que vous voudrez, on peut être tenté d'injecter dans ce qu'on écrit quantité d'allusions qui impressionnent vos lecteurs parce que vous leur donnez l'impression justement que vous maîtrisez toutes sortes de sujets, que vous savez les combiner, jongler avec, manier l'imparfait du subjonctif, tout ce qu'on voudra. Et donc ça peut être, il y a des musiciens qui peuvent être tentés en effet de faire montre d'une virtuosité, d'un savoir-faire éblouissant, mais à l'arrivée c'est totalement vain. Très souvent, c'est tout à fait vain. C'est-à-dire, ce sont des choses, oui, ça impressionne la galerie, mais qu'est-ce qu'il en reste? Rien du tout. Et je trouve que la grande force de McCartney, c'est d'avoir compris que c'est en réduisant son langage musical strictement à l'essentiel, en utilisant des mots simples et en disant les choses de la façon la plus directe qui soit, que on s'adresse au cœur de tout le monde. Et avec en plus cette légèreté de touche qu'il a toujours caractérisée, parce que ça c'est la grâce qu'il a touchée. Et quoi qu'il fasse, c'est délicat, c'est léger, c'est élégant, toujours.
Michel, il y a quelques années de ça, tu as commencé à t'autoriser à faire de la musique toi aussi. Oui, un peu. À faire un peu de guitare, à faire un peu de... Oui, mais ça c'est un peu un jardin secret dont j'entrouvre la porte. Mais vous savez, il y avait une tradition, je ne sais pas si tu la connais, c'était le gala de l'Union des artistes. Ça te dit rien? Non. Ça existait dans les années 60 et 70. C'était des gens, alors, en l'occurrence c'était des comédiens, et qui faisaient ça pour une œuvre charitable. Bon, c'est pas mon cas, hein, mais c'était des comédiens qui faisaient un numéro de cirque. C'est-à-dire que, je sais pas, Guy Marchand jonglait, je sais pas qui d'autre on pourrait imaginer, Maurice Ronet faisait un numéro avec un cerceau enflammé, etc. Et donc ils essayaient de faire quelque chose qu'ils ne savaient pas faire. Et moi, je trouve que quand on a la chance d'avoir encore des envies, finalement, à un âge avancé, il faut pas... moi, j'ai toujours eu un peu honte de ce que je savais faire, de ce que je savais pas faire, surtout. J'étais complexé, tout ça, et j'avais surtout ce complexe d'écrire et de juger ceux qui savaient faire des choses. Et je me disais, mais oui, mais c'est bien gentil de dire celui-là est génial, celui-là est médiocre, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors bien sûr, on peut dire que écrire est un art et qu'il faut le maîtriser, mais quand même, par rapport à la musique, j'étais très complexé et très intimidé. Et puis j'avais toutes sortes de handicaps, enfin, petits handicaps, c'est-à-dire que vous savez, c'est un peu comme les gens qui passent 30 fois le permis de conduire avant de l'avoir, donc avec des problèmes de coordination, vous savez, rythmique, etc. Alors ça se travaille, soigne. Moi, j'étais très envieux de gens qui avaient ça dans le sang. Moi, j'ai la chance d'avoir un fils qui est batteur. Enfin, c'était son premier, et puis il est devenu clavier, etc. Il chante. Mais je suis émerveillé par tout ce qu'il sait faire et que je ne savais pas faire. Et ne parlons même pas de ta fille, alors elle, qui est danseuse et chorégraphe. Heureusement qu'il y avait sa mère, parce qu'elle est danseuse et moi, c'est une catastrophe. Donc c'est... Oui, c'est le fait qu'il faut parfois se lancer quand on n'est pas capable. Je trouve que il y a vous savez, je parlais du fait d'écrire et de connaître l'art d'écrire. Et bien souvent, il m'arrive de lire des témoignages d'anonymes qui rapportent des expériences vécues, des gens très jeunes qui écrivent ce qu'ils pensent de la vie et tout ça. Et parfois, c'est bien plus bouleversant que certains écrits de prix Nobel. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une vérité dans l'enfance et que c'est Picasso qui disait qu'il avait passé toute sa vie à réapprendre à dessiner comme un enfant. Et moi, je suis un peu sur cette ligne-là. Enfin, si je peux me permettre. On va pouvoir le vérifier oui. maintenant. Ah bon, déjà. Est-ce que Antoine Assayas et Eva Assayas peuvent venir nous rejoindre? Oui, alors te rejoindre même. Oui. Voilà, ça c'est Antoine. Ça c'est mon grand-fils. C'est lui dont je vous parlais. Un batteur devenu clavier. Devenu clavier, chanteur, et voilà. Et bon, après, on dira d'autres choses sur lui, non? Oui. Et c'est Eva qui est danseuse. Voilà. Voilà. Oui, non. Voir un coup d'eau. Ça va me détendre. C'est toi, Alexandre, qui a ce qu'il a maintenant? Oui. Ah oui. Pas de la vodka. Oui, alors, donc, que je vous explique en 2 mots. Alors, est-ce que je suis bien installé? Est-ce qu'il y a un problème? Oui, c'est là. Il faut que je l'approche un peu. Voilà, c'est peut-être mieux. Parce que j'ai l'impression que c'est... Ouais. Merci. Oui. Oui, c'est là. Oui, c'est ça, c'est là. Travaille là, ça... Oui. Excusez-moi, hein, c'est pas l'habitude. Oui, donc pourquoi je fais ça? À un moment, il faut le faire. Bon. En fait, c'est une chanson de Paul qui est dans un album des Beatles, et elle m'a beaucoup parlé. Je le dis, pardon, c'est presque un aparté, mais je pense que vous comprendrez.
j'ai osé la chanter. C'était à l'enterrement d'un ami, pardon, c'est pas très joyeux, mais c'est une chanson qui s'appelle I'm Looking Through You et qui dit le sens évidemment littéral et premier, c'est je regarde à travers toi et tu as disparu. Tu ressembles à qui tu étais, mais tu es quelqu'un d'autre. Donc ça peut raconter le désamour, etc., tout ce qu'on voudra. Mais là, en l'occurrence, vous savez, quand vous perdez un ami très proche, qui était comme un frère pour moi, on a l'impression que cette personne que vous connaissiez, qui était en dépression, etc., n'est plus la même et qu'elle vous a trahi, pour ainsi dire, en n'étant plus celui que vous connaissiez. Donc c'est un sentiment qui est un peu égoïste, mais qui est profond et qui vous imprègne. Donc voilà. C'est bien ça, c'est bien d'accord. I'm looking through you. Pardon, je recommence. I'm looking through you. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. You're not the same. Excusez-moi. Oh là là, c'est terrible, c'est l'intimité. Your lips are moving. C'est terrible. Your lips are moving. Ah, oh, mais c'est terrible. Ah, mais non. En répétition, c'était très bien. C'est toujours comme ça. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Pardon. Your lips are moving, I cannot hear. Your voice is soothing, but the words aren't clear. You don't sound different, I've learned the game. I'm looking through you, you're not the same. Tell me why did you not treat me right? Love has a nasty habit of disappearing overnight. You're thinking of me the same old way. You were above me, but not today. The only difference is you're down there. I'm looking through you, and you're nowhere. Why, tell me why did you not treat me right? Love has a nasty habit of disappearing overnight. I'm looking through. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. You're not the same. Voilà. Je suis arrivé non sans mal. Bon alors, c'est un peu, en fait, quand j'ai fait cette série sur Paul, il y a des gens qui m'ont dit mais t'aimes pas John, mais pourquoi, etc. Je dis mais pas du tout. Et en fait il y a une chanson de John que je me permets de faire et j'espère que ça va mieux commencer. Here I stand, head in hand. Turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on. Feeling 2 foot small.
Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round, all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Got to hide your love away. Voilà. Merci. Bon, celle-là, je la maîtrise mieux. Ça, c'est une chanson récente, enfin récente. Là, du XXe siècle quand même, de Paul McCartney, qui s'appelle Some Days, que peu de gens connaissent. Et elle me parle beaucoup parce qu'elle exprime exactement tout ce que je ressens depuis quelques années. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme ça. Some days I look at you with eyes that shine. Some days I don't believe that you are mine. It's no good asking me what time of day it is, who won the match or scored the goal. Some days I look, some days I look into your soul. Sometimes I laugh to think how young we were. Sometimes it's hard to know which way to turn. Don't ask me where I found that picture on the wall, how much it cost or what it's worth. Sometimes I laugh to think how young we were. We don't need anybody else to tell us what is real inside each one of us is love. And we know how it feels. Sometimes I cry
cry for those who live in fear. Some days I don't remember why I'm here. No use reminding me, it's just the way it is. Who ran the race or came in first? Some days I cry for those who fear the worst. We don't need anybody else to tell us what is real inside each one of us is love. And we know how it feels. Some days I look, some days I look into your soul. Voilà. Merci. C'est aller mieux avec eux. Maintenant, c'est à toi. Hein. C'est toi. Maintenant, c'est Antoine. En fait, c'est un peu un passage de relais parce que. On va prendre la relève. Oui, là, c'est la relève. Et je prends l'œuf, c'est ça, non? Ah oui, tu prends l'œuf, tout à fait. Bah oui. Je te le lance? Non. C'est pas la peine, c'est dangereux. Voilà. Et en fait, il faut que je raconte en 2 mots. C'est que, à un moment donné, on a eu quelques difficultés, père et fils, et je ne savais pas du tout quoi faire parce que j'essayais de lui expliquer que je n'approuvais pas certaines choses qu'il faisait. Et j'ai un ami à qui j'ai dit, écoute, je ne peux même pas l'asseoir sur une chaise quoi, pour lui parler. Il est tellement fuyant, je ne sais jamais où il est en plus. Et cet ami m'a dit, mais c'est pas la peine de lui parler, fais quelque chose avec lui. Et j'ai eu l'idée de faire de la musique parce qu'il était musicien, il était batteur, il commençait à faire de la batterie, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des choses ensemble. Et Antoine est devenu musicien, voilà. C'est vrai. Ouais. Tout à fait. C'était il y a longtemps. Oui, mais c'est pour ça que je le rappelle, parce que tout le monde n'y était pas. Et ce morceau, il est assez particulier finalement. Oui, on dirait que c'est comme à la télé, là, tu prépares les trucs. Là, qu'est-ce que je veux dire? Oui, parce que c'est un truc c'est une chanson que j'avais faite, qu'on avait faite ensemble, et en fait, il l'a complètement transformée et améliorée, mais considérablement. Et donc, je suis très heureux qu'il fasse cette chanson que j'avais faite il y a 15 ou 20 ans. Donc, tu avais écrit les paroles. Oui, et puis après, tu as fait une adaptation en anglais. Puis après, tu l'as fait en français. J'ai fait une production différente en français, et voilà. électronique. Oui, et c'est mieux. Mais ce morceau nous a rejoints, finalement. Oui, on peut dire ça, oui. J'ai plus le souffle, même plus les mots. J'ai perdu ma clé, loin de ce monde, cœur vers le large et le vent dans mon dos, du sable dans les pieds. Je me sens
bercé par les vagues, bercé par les vagues, par les vagues, par les Maintenant, c'est moi qui vous présente ma sœur, Eva Assayas. C'est moi, lâché dans le froid, qui avance d'un pas de féline. Ton ventre m'engloutit, je n'entends plus crier. Fatalement, je fuis dans la nuit qui trace. Y a-t-il un signe de toi? Des sons comme des nuits d'orage et de flammes. Allô, c'est moi, lâché dans le froid, qui avance un pas de féline. Ton ventre englouti, je n'entends plus mes cris. Fatalement, je fuis dans la nuit. Y a-t-il un signe de toi dans la nuit? Dans la nuit qui trace, y a-t-il un signe de toi?
Merci beaucoup. On va se quitter avec un morceau que j'ai composé il y a 1 an, qui s'appelle En silence. Et pour celles et ceux qui seront à Rennes pendant les transmusicales, je serai au Bar en Trans, donc le festival off des transmusicales, le jeudi 5 décembre, entre 20h et 23h, j'ai pas encore l'horaire exact. Il y a comme un doute dans le son de ta voix qui s'élève. Loin de toi demeure la raison et fond comme une neige doucement enveloppée. Tes mots glissent comme des balles qui manquent de portée. Dans l'eau j'ai senti le vide, encerclé à l'infini. Plus rien n'a d'importance quand la nuit elle me guide. En silence, je file à contresens quand la nuit elle me guide. Il y a comme un doute dans le son, une ligne qui se fêle. Les visages défilent dans la nuit comme des hologrammes. J'essaie lentement d'oublier, mais j'hallucine de te voir. Je croyais rêver. À l'aube le rideau se tire, mais la lumière se fiche. Envisage un instant un avenir si brillant. C'était comme une éclipse. Où étions-nous tout ce temps? Plus rien n'a d'importance quand la nuit elle me guide. En silence, je file à contresens quand la nuit elle me guide. En silence, je file à contresens quand la nuit elle me quitte. Merci beaucoup. Oh! Tu le sens? Je sais pas si c'est propice, mais... En fait, oui, si. À la demande populaire. Ouais, non, parce que c'est un gag, en fait, parce que je fais une émission hebdomadaire, non pas hebdomadaire, justement, quotidienne, et il y a une chanson que j'ai toujours adorée, que David Bowie avait reprise, qui s'appelle Friday on My Mind, des Easy Beats, qui était un groupe australien, et qui a la particularité d'avoir eu parmi ses membres l'oncle des frères Young de AC/DC. Et c'est une chanson qui dit ce que tout le monde ressent, c'est que lundi matin, c'est le pire moment de la journée, enfin, le pire moment de la semaine, et puis progressivement, ça va un peu mieux. Et jusqu'au moment où on se dit, vendredi, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose de génial. En général, c'est pas le cas, mais enfin, c'est... mais bon, ça dit ça. Et c'est ce que tout le monde connaît. Bon, j'essaie de pas me planter, mais... Allez, ouais, faut que je respire un bon coup, ouais, c'est ça. Eva m'a dit, fais confiance à ton corps. Mais c'est facile à dire quand on est danseur et que... Et c'est une chose de faire ça dans son salon, mais bon, je vais y arriver un jour. Hein.
J'ai encore quelques années devant moi. C'est drôle, c'est juste, attendez. Ça va, ça pourrait être pire. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday goes too slow. Thursday just don't go. I've got Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Da 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 da. Be with my girl, she's so pretty. Da 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 da. She looks fine tonight. She is out of sight to me. Tonight, I'll spend my breath. Tonight, I'll lose my head. Tonight, I've got to get tonight. Monday, I have Friday on my mind. Do the 5-day drag once more. I know of nothing else that bugs me more than working for the rich man. Hey, I'll change that scene one day. Today I might be mad. Tomorrow I'll be glad. 'Cause I've got Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Da 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 da. Be with my girl, she's so pretty. Da 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 da. She looks fine tonight. She is out of sight to me. Tonight, I'll spend my breath. Tonight, I'll lose my head. Tonight, I've got to get tonight. Monday, I have Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Da 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 da. Be with my girl, she's so pretty. Da 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 da. Gonna have fun in the city. Da 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 da. Be with my girl, she's so pretty. Da 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 da. Voilà. Merci. Merci. Fallait que je la fasse quand même. Merci. Alexandre. Merci. Bon ben, voilà. Alexandre Fillon, vraiment, que je connais depuis 1994. Antoine Assayas, Eva Assayas, et voilà. Merci. Je suis très 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 touché que vous soyez venus en nombre. Bah oui. Merci à Étienne, à la technique. S'il y a des questions, on a peut-être 10 minutes. Maintenant, il y a des gens qui veulent dire quelque chose. Soyez les bienvenus. C'est comme vous voulez. Sinon, je signe. Oui. Pouvez-vous me dire very good trip? Very good trip. Ouais. Oui, ça c'est drôle. Ça, on ne l'avait pas fait encore, oui. Ouais. Voilà. C'est tout. C'est la seule intervention. Elle sera mémorable. Merci beaucoup.